Les pays des Grands Lacs, au chevet de la République centrafricaine, réunis vendredi dernier à Luanda, en Angola, les représentants de plusieurs pays africains de la région ont appelé au cours d'un mini-sommet les rebelles qui tentent de renverser le régime du président Touadéra à cesser le feu unilatéral, à un cessez-le-feu unilatéral et immédiat. Ce mini-sommet, qui en appelle un second pour évaluer la mise en œuvre de ces propositions dans les prochains jours, a connu la présence du Tchad de Idriss Déby Itno. Présent au sommet, Fossé Akanj Touadéra, réélu malgré un faible taux de participation, entame un second mandat à la tête de la Centrafrique. La situation est en effet préoccupante sur le terrain. Selon l'ONU, plus de 200 000 civils ont déjà dû fuir leur domicile du fait de la guerre. Pour les pays limitrophes, la République démocratique du Congo, notamment Centrafrique, appelle à un cessez-le-feu. Quel écho pour les pays des Grands Lacs? C'est le thème du plateau du jour. Bonjour à tous, bienvenue. À nos côtés, pour en parler, Josper Zouanago, bonjour. Vous êtes journaliste, consultant en médias. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Lamine Cissé, ma pré-question est pour vous. On a vu les chefs d'État de la région aller en sommet, un mini-sommet donc, pour discuter de la crise en République centrafricaine. Déjà, votre lecture sur ce sommet-là, la tenue de ce sommet. Voilà, je crois que vaut mieux tard que jamais. J'ai toujours soutenu une seule solution endogène, des solutions endogènes qui soient conduites, j'ai même dit l'Union africaine. Si l'Union africaine est impuissante, je crois que les voisins qui vont être frappés directement, qui sont déjà frappés par ce conflit-là, doivent se dresser comme un seul homme pour éteindre ce feu-là, ce feu qui va aller embraser toute la sous-région. Vraiment. Je crois que c'est une très bonne initiative et je salue cette initiative. Alors, les chefs d'État de la région des Grands Lacs sont donc réunis. Pourquoi la présence du Tchad, selon vous? D'abord, en tant que pays proche de la Centrafrique et mieux, le Tchad constitue aujourd'hui une force armée non négligeable dans la région. Et donc on ne peut pas se retrouver pour parler paix, parler désarmement, parler même armée, sans que le Tchad, qui est si proche, ne soit impliqué. Et donc on connaît la force de frappe du Tchad, et donc forcément sa présence m'émeut. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Alors, Lamine Cissé, est-ce que, n'est-ce pas plutôt, on va dire, le passé parfois trouble qu'aurait eu le Tchad en République centrafricaine qui justifie la présence du maréchal Idriss Déby Itno? Mais c'est un acteur clé, hein? Parce qu'en fait, je crois que c'est la France, ils l'ont fait sortir du processus de paix. Ils l'ont fait sortir par la gauche ou par la droite, en créant des alibis qui ont fait qu'il s'est retiré depuis lors. Est-ce qu'on est parvenu à la paix? Ça pose un problème. Donc, Tchad, si le Tchad n'est pas allé officiellement dans le conflit centrafricain, mais le Tchad est ailleurs par des mercenaires interposés. C'est comme la Russie. La Russie n'est pas venue officiellement. La Russie, il y a des mercenaires russes qui sont là, qui font un travail avec le gouvernement. Donc, je crois que le Tchad, sa présence est incontournable pour trouver une solution durable, vraiment. Alors, les pays réunis à ce mini-sommet-là demandent un cessez-le-feu unilatéral de la part des rebelles-là. Est-ce que, selon vous, c'est un appel qui peut être entendu par les rebelles aujourd'hui? Il faut d'abord dire que les rebelles sont tenus, n'est-ce pas, de prendre en considération cet appel, franchement, parce que... Et puis, il y a un autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est... ce plébiscite, à la limite, de tous ces chefs d'État à ce sommet pour le président Touadéra. C'est de dire, parce que là on a dit le président en exercice, le président élu. Donc une légitimité. Voilà, c'est une légitimité, il a été légitimé, il n'y a rien à dire là-dessus. Et les rebelles doivent le savoir et comprendre désormais qu'ils sont obligés de composer avec. Maintenant, le contenu des rapports pourrait être discuté paisiblement et sereinement autour d'une table. Mais il faudrait d'abord que le désarmement soit constaté et que le cessez-le-feu soit véritablement constaté. Et donc, je note
que c'est un président légitimé qui a pris part à ces assises, et c'est une Centrafrique qui a à sa tête un président nommé Touadéra, qui désormais doit faire en sorte que le mécanisme adéquat de renforcement de la paix soit trouvé. Et donc c'est d'ailleurs ce que ces pairs lui ont confié. Donc les rebelles sont désormais fixés. Ils ont à choisir entre aller dans ce sens ou continuer par adopter cette position belliqueuse qui, ma foi, ne pourra pas les avantager. La présence de Faustin Archange Touadéra, quelle lecture vous en faites? Une légitimation? Non, mais de toutes les façons, qu'il y ait élection ou qu'il n'y ait pas élection, tant qu'il n'y a pas élection, il est un président légitime. C'est ce que moi j'ai toujours tenu sur le plateau-là. Parce que tant qu'il n'y a pas une élection et qu'un président soit élu, s'il y a un problème qui fasse de telle sorte qu'il n'y ait pas d'élection, le président qui est là est un exercice. Alors, surtout que lui, la communauté économique de l'Afrique centrale est dans le processus. L'Union africaine est dans le processus. L'ONU est dans le processus par Mankeur, notre compatriote. Mais donc, sa légitimité, c'est pas ça, quoi. Les pays de Grand Lac ne peuvent pas aller à l'encontre, n'est-ce pas, de la décision de la communauté internationale, c'est pas possible. Mais maintenant, pour qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il y ait un contenu, comme il l'a dit, dans la négociation, parce que tu vois, tous ces pays-là, la plupart des pays ont leurs hommes sur les troupes. Hein. La plupart de ces pays-là constituent une base arrière et prennent la Centrafrique comme aussi une base arrière. Donc ils sont fortement impliqués dans la paix. Et je crois que pour mettre tout le monde à l'aise, pour montrer que bon, nous ne sommes pas venus pour détrôner Touadéra, et ce qu'ils ne peuvent pas d'ailleurs, les chefs d'État, puisqu'ils sont dans la communauté. Ils sont dans toutes les organisations internationales et régionales. Donc c'est pour être cohérent avec... et ça, c'est un motif d'apaisement également. Parce que la communauté internationale pour soutenir maintenant cette initiative. Parce qu'ils ont échoué. Hein. La communauté internationale a échoué. Ce qui leur reste, c'est bander les muscles, prendre les armes. C'est ce qui leur reste. Mais ils ont échoué totalement. Alors je pense qu'une autre chance, une autre possibilité est ouverte et que Dieu fasse que cette solution endogène soit la meilleure, la bonne. Que doit faire la rébellion aujourd'hui? Les chefs d'État appellent à un cessez-le-feu unilatéral et immédiat. Selon vous? Non, c'est le préalable. C'est le préalable à toute négociation. On ne peut pas se mettre à la table en se tirant là-dessus, c'est pas possible. C'est le préalable. Arrêtez-vous là où vous êtes. D'ailleurs, si les rebelles ne font pas un cessez-le-feu immédiat, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas cohérents avec ce qu'ils demandent. Ils demandent de se mettre à la table de négociation et trouver une solution interne. S'il y a une possibilité de le faire, mais ils n'ont qu'à arrêter. S'ils n'arrêtent pas, je crois qu'il peut avoir à dos même les pays des Grands Lacs par rapport à cette situation. Et je pense que Bozizé, qui est un ancien chef d'État, qui réclame, n'est-ce pas, cette rébellion, qui se réclame de cette rébellion, je crois qu'il prendra de la hauteur pour comprendre que là, c'est une solution. Si tant est que c'est le patriotisme centrafricain qui les anime, ou le patriotisme africain qui les anime, ils vont aller vers le cessez-le-feu. C'est possible, selon vous, que ces rebelles-là entendent raison? Le président Touadéra avait proposé de venir discuter, si tant est que les discussions étaient leur priorité, sans pour autant surseoir ou interdire la poursuite du processus électoral. Aujourd'hui, les chefs d'État au niveau des Grands Lacs réclament un cessez-le-feu. Est-ce que, selon vous, ces rebelles-là sont dans une disposition d'esprit pour aller à la paix et aller à des négociations? Moi, je voudrais constater ceci. Parlant des rebelles, ils viennent d'avoir là, en ce moment, une chance inouïe. C'est-à-dire pour ne pas perdre la face. C'est-à-dire demain, ou pour déposer les armes, ils ont un argument de poids, à savoir, on l'a fait rien que grâce à ce sommet, au président, ou aux responsables, aux chefs d'État réunis spécialement pour parler de la Centrafrique. Donc ils ont un argument sur lequel s'adosser pour ne pas perdre la face. Mais en même temps, cela pourrait constituer un piège pour eux si il advenait qu'ils restent rétifs à cet appel. C'est-à-dire, ils ne veulent pas aller dans le sens voulu par ce sommet.
Là, désormais, tous les moyens seront bons pour engager le combat à leur rencontre, et pour les attaquer à tout moment, pour aller les affronter. L'armée centrafricaine ou les partenaires armés qui sont du côté de Bangui ont désormais la possibilité d'agir ou de réagir, arguant de ce que les rebelles n'ont pas déposé les armes. Donc, il y a deux situations qui s'offrent aux rebelles. C'est-à-dire, c'est de profiter de cette ouverture, moi j'appelle cela une ouverture, de déposer les armes et de dire, bon, mais voilà, nous on a déposé les armes, on voudrait aller à la table de négociation. C'est en même temps un piège qu'une opportunité, c'est-à-dire ne pas perdre la face. Bon, Touadéra, vous l'aviez dit, Touadéra l'a souhaité. Peut-être que de par leur amour propre et leur égoïsme, ils se sont dit, parce que en fait, c'est des chefs de guerre un peu partout, lui, il ne peut pas nous en imposer. Mais voilà, maintenant, toute la région pratiquement se réunit autour d'un sommet et vous demande de déposer les armes. Je crois qu'il faut pouvoir saisir cette opportunité, ne pas perdre la face et dire, bon, nous l'avions fait parce que on nous l'a demandé, et puis c'est un sommet de cette envergure qui nous l'a demandé. Donc moi je pense que c'est à eux de choisir. Mais dans tous les cas, s'ils choisissent de déposer les armes, ils offrent une opportunité. Ils s'offrent une opportunité à la Centrafrique de véritablement discuter paix. S'ils gardent les armes, ils s'exposent à des représailles qui seront justifiées, quels que soient les moyens, désormais. Encore que le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à revoir un peu sa résolution 3526, et donc ce qui pourrait amener à alléger l'embargo qui est imposé à la Centrafrique. Donc les rebelles n'ont pas le vent en poupe, me semble-t-il, et ils doivent profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Alors aujourd'hui, la rébellion, c'est que c'est un terreau fertile pour tout type de trafic d'armes, trafic de minerais, trafic d'êtres humains parfois, trafic de drogue. On sait comment ça se passe. Est-ce que quelque part ça arrange ces gens-là de ranger les armes? Parce que quand vous rangez les armes, c'est forcément une manne financière qui ne rentre plus. Non, je crois que cette situation en Centrafrique n'arrange personne. D'autant plus que, vous voyez, il y a combien de réfugiés déjà, des populations innocentes. Et chaque rebelle a une famille. Chaque rebelle est conscient que Centrafrique, c'est chez nous. C'est une position intenable dans la durée. Vivre de contrebande, de tuer les gens, etc. C'est-à-dire que ça ne peut pas continuer. Et Bozizé ne peut pas être dans cette dynamique, parce que c'est Bozizé qui est mis en cause. Il ne peut pas être durablement dans cette dynamique. Leur objectif, c'est de renverser le président qui est en exercice. C'est ça leur objectif. L'objectif, ce n'est pas de perdurer, prendre ses positions et continuer à piller. Parce qu'ils peuvent dire, oui, tu as gagné, etc. Bon, maintenant, nous, on prend notre territoire, on est là. D'accord, reste là-bas. Et ils vont rester là où ils vont contrôler le territoire. Mais maintenant, ils attaquent pour faire partir un président. C'est ça. Donc, leur objectif, ce n'est pas de continuer. Maintenant, c'est vrai, il y a d'autres forces autour qui vivent de ça, qui bénéficient de cette contrebande, etc. C'est là où se trouve ce problème. Maintenant, si les gens, les pays du Grand Lac, le Tchad y compris, etc., se lèvent, c'est que ceux qui vivent de cela, ils ont des problèmes maintenant. Ils vont avoir des problèmes. Parce que, en fait, ceux qui ferment les yeux là-dessus se sont réveillés pour dire ça s'arrête. On arrête là. Maintenant, les rebelles ont le droit de poser les armes. Maintenant, ça peut être difficile automatiquement que ça se fasse parce qu'il y a une guerre de positionnement. Je veux, avant la négociation, que je sois là. Ça peut être à ce niveau-là. Mais ils sont contraints de déposer les armes et d'aller à la négociation. Parce qu'en réalité, toute guerre, même après la guerre mondiale, toute guerre finit par la table de négociation. Autant commencer cette négociation que de mettre en péril tout le pays, parce que Centrafrique, c'est complètement dévasté. Et je pense pas que les intérêts soient les motivations principales des dirigeants de cette rébellion, tel que Bozizé, parce que si Bozizé n'est pas dedans, qui est derrière, en fait? Je crois que c'est lui qui a réuni le plus grand nombre de rebelles. Qui a réussi à fédérer ces groupes armés. Exactement. Donc, lui, son objectif, c'est pas les diamants et autres là. Parce que si son objectif était ça là, il pouvait être dans le gouvernement et bénéficier de tout ça là, et s'enrichir.
Je crois que le problème, c'est le pouvoir, quoi. Ils se battent pour le pouvoir. Alors moi, c'est mon point de vue. Et je pense que c'est bien que ces chefs d'État des Grands Lacs se lèvent. Hein. S'ils ne se lèvent pas, moi, je ne voyais pas de solution du tout. Parce que je l'ai dit sur ce plateau-là. J'ai dit que la solution des Nations Unies n'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Souvent, moi, j'ai l'impression qu'ils viennent seulement pour envenimer la situation. Parce qu'ils restent durablement dans des territoires où, s'ils sont engagés réellement, ils peuvent régler ça en une année, quoi. Mais ils restent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Regarde en RDC. Ce n'est pas la solution. La solution, elle doit être endogène. Si elle n'est pas endogène et accompagnée par les autres, moi, je ne vois pas de solution, franchement. Possibilité pour les chefs d'État des Grands Lacs de réagir militairement dans le pays si dans les tout prochains jours, on sait qu'il y a un deuxième mini-sommet qui est prévu, si dans les tout prochains jours, les rebelles ne cessent pas, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait, donc, je dirais, une concertation armée commune de la part des pays des Grands Lacs pour intervenir militairement en soutien aux forces gouvernementales centrafricaines? Non, ça, c'est une possibilité ultime. Parce que ce que j'ai dit, et s'ils s'entendent, parce que chaque pays a un intérêt peut-être que convergent ou divergent. Le Rwanda était à cette réunion, le Rwanda est déjà déployé militairement dans le pays. Donc moi je pense que ils vont parvenir à faire plier les rebelles, parce que les rebelles savent ce qui les attend. Puisque parmi ces rebelles-là, ils n'ont pas de soutien au niveau de ces pays-là. Si, quand on va fouiller au fond là, chaque pays a quelque chose qui se passe sur le terrain centrafricain. Donc, le meilleur groupe de pression, ce sont les chefs d'État là, sur les rebelles. Parce qu'ils les connaissent tous. Chaque rebelle est identifié et connu par ces chefs d'État là. Donc, ils peuvent parvenir à le faire. Mais s'ils ne parviennent pas à le faire, c'est que vraiment, je crois que c'est quand les armées se réunissent, c'est que les rebelles n'ont plus de chance. Et ils ne vont pas aller jusque-là. Hein. Bozizé n'ira pas jusqu'à ce niveau-là. Non, mais je rejoins un peu la réflexion de mon vis-à-vis pour dire que les chefs d'État au cours de ce sommet, ou au terme de ce sommet, ne seraient pas arrivés à cette conclusion si au préalable, ils n'avaient jaugé la situation sur le terrain. Connaissant bien entendu ces rebelles, il y en a qui se replient vers ces pays-là. Il y a même certains de ces pays qui sont soupçonnés d'alimenter cette rébellion. Et donc, ils ne seraient pas, les chefs d'État des pays du Grand Lac ne seraient pas arrivés à ces conclusions si ils n'avaient pas fait une évaluation au préalable. Et donc, les rebelles aussi ne devraient pas être surpris d'une telle résolution, d'une telle décision. Et donc, moi je pense que, comme l'a dit Lamine Cissé, c'est vrai qu'il faut garder sa position pour aller négocier. Les prochains jours pourraient nous dévoiler ce genre de tractation où chacun voudra conforter sa position, parce que plus vous pesez sur le terrain, mieux cela vaudra autour d'une table de négociation ou de discussion. Donc, je pense que ils ne seront pas, les chefs d'État ne seront pas obligés, me semble-t-il, d'en arriver à un déploiement militaire pour obtenir le désarmement. Le désarmement va se faire peut-être avec le temps, mais ça finira par se faire. Et nous allons peut-être entendre moins le bruit des armes les prochains jours, me semble-t-il. Alors, la contre-offensive des forces gouvernementales en soutien avec les Russes et les Rwandais, quel sort pour cette contre-offensive-là? Ils sursoirent. Il y a aussi actuellement un état d'urgence qui est décrété dans le pays pour 15 jours. Selon vous, que doit-on faire? Il faut maintenir la pression. Ah non, ce serait une grosse erreur que de se replier. En même temps. Ah non. D'ailleurs, comme on l'a souligné tantôt, même les rebelles, dans la dynamique d'un cessez-le-feu, ne vont pas pour autant se retirer de leur position. Et donc, il en va de même pour l'État central, qui doit maintenir cette pression, continuer même, pour des raisons de sécurité interne, pas gruger du terrain. Et on l'a connu, on l'a vu ailleurs, d'autres. Donc, non, ils ne vont pas sursoir à tout ce qui se fait. L'état d'urgence sera maintenu. Cela participe de la sécurisation du territoire. Et donc, après le prochain sommet, c'est-à-dire la prochaine rencontre du 8, d'autres détails
vont faire jour. Il y a des choses qui se passent à l'ombre que nous ne maîtrisons pas. Et donc, ce n'est qu'après ça qu'on va voir poindre le bout du désarmement, éventuellement. Mais pour l'heure, l'État a bien à faire que de garder ses positions, à même de les renforcer. Contre-offensive. Oh non, ils vont pas. Tu sais, le cessez-le-feu, c'est de part et d'autre. Hein. Le cessez-le-feu n'est pas seulement d'un côté et puis de l'autre côté. Non. Je crois que déjà, ce qu'on croit des agresseurs, c'est les rebelles, à qui on croit qu'ils ne sont pas dans une certaine légitimité. Mais le gouvernement qui est en place, c'est pas lui, par ce gouvernement qu'il faut déjà. Il faut que déjà les rebelles déclarent un cessez-le-feu. Automatiquement, le cessez-le-feu se fait dans le cadre de la gouvernance parce que les chefs d'État ne pourront pas négocier sous les armes. Il faut que les armes s'arrêtent de crépiter à partir de cet instant-là. Alors donc, c'est les positions des rebelles qu'ils vont essayer de voir. Faire des propositions, c'est ça. Et comme il l'a dit avant le prochain sommet, je crois que déjà... C'est des experts, hein, parce que ceux qui sont en train de régler ce problème-là, ce sont tous des seigneurs de guerre. Hein. C'est des hommes quasiment tous. Ouais, mais ils connaissent, quoi. Donc, moi, je crois que s'ils veulent en trouver une solution, ça va pas être difficile, quoi, franchement. Parce qu'ils se connaissent tous, franchement. Alors, nous voulons une région des Grands Lacs sans conflit armé, sans mort, ni déplacement forcé des habitants, vœu pieux ou possibilité. Une région des Grands Lacs où, excusez du peu, la République démocratique du Congo n'est pas en paix, pour autant, où on sait que le Tchad subit une rébellion qui vient parfois de la Libye. On sait que le Congo-Brazzaville a aussi ses problèmes internes, des zones et des régions qui sont, on va dire, assiégées pendant des mois où ni connexion, ni quoi que ce soit pendant de longs mois. Est-ce que c'est possible d'avoir une région des Grands Lacs sans conflit? C'est bien possible. Vous savez, souvent les arguments qu'avancent les rebelles ou les mouvements de rébellion, c'est de reprocher à l'État central de ne pas leur offrir. Avant toute rébellion, on constate une population qui se plaint de sa façon de vivre, ne pas avoir suffisamment de moyens, ou ne pas avoir du tout de moyens, se retrouver déconnecté de la capitale. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et tout. Et donc, si les États, dans leur projet de gouvernance, arrivent à offrir à chaque région sa chance et ses potentialités, de développer ses potentialités, ça va prendre du temps, c'est vrai, mais il arrivera un moment où il n'y aura plus de raison de rébellion. Par exemple, le Congo démocratique, peut-être un découpage qui prend en compte un certain nombre de considérations, comme on a le cas en fédération du côté du Nigeria ou ailleurs. Tout ça peut arriver et permettre à chaque région de se développer et d'offrir à ces populations internes tout ce dont elles ont besoin pour évoluer. À partir de cet instant, je me demande quels sont les autres arguments qui pourraient pousser à une rébellion. Je n'en trouve pas. Donc, je dis oui, il est possible que la région des Grands Lacs devienne un jour une région pacifiée, une zone pacifiée, une zone de développement. C'est bien possible. C'est-à-dire que c'est cette partie-là... Vraiment, ils sont... C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple la RDC n'est pas stable. Il y a un conflit politique. Ce conflit politique va aboutir à quoi? On ne le sait pas. Et il ne faut pas donner un exemple, cet exemple de cette rébellion qui va bouter dehors un président, soi-disant président qui est élu démocratiquement et qui est soutenu par les Nations Unies. Le Cameroun, Paul Biya est là depuis combien d'années? Ça seulement, c'est une source de conflit. Ça fait plus de 30 ans qu'il est là et ne bouge pas. Où est la démocratie? Vous prenez par exemple le Congo d'Anis Sassou Nguesso. C'est un royaume. Donc, les germes de conflit en Afrique centrale sont liés, n'est-ce pas, à la gouvernance politique et économique. Ok? Toute personne peut prendre les armes pour dire... Tu as des alibis de prendre les armes. Si je prends les armes pour dire que Paul Biya, c'est pas possible, il va être là pendant 30 ans, on est fatigué. C'est un alibi. Il n'est pas le seul homme au Cameroun. Ça pose un problème. Et surtout qu'il y a la rébellion. Au Cameroun, l'autre parti qui dit je veux l'indépendance, tout ça là. Les sécessionnistes. Oui, je ne suis pas d'accord avec eux, on en reviendra. Parce que pour moi, la sécession doit être liée aux facteurs endogènes, pas l'anglais et le français qui va nous diviser sur le terrain. Il y a d'autres facteurs. Mais je dis, cette partie-là, cette zone-là,
les Nations Unies et les organisations internationales doivent travailler à enclencher un processus de démocratisation réel. Parce que la source de conflit, c'est la gouvernance politique et économique. C'est ça qui crée les rébellions, c'est ça qui crée toutes les frustrations du monde. Alors donc, je crois que la situation de la Centrafrique, 623, plus de 623 000 km², moins de 5 millions d'habitants. Donc il y a du terrain vierge, beaucoup, base arrière, etc. Mais s'ils parviennent à renverser ce pouvoir-là, c'est que ceux qui vont s'asseoir là, les autres là, vont dire, ah, nous aussi, donc c'est possible, puisque nous aussi, dans notre pays, ça ne va pas. Donc ils ont intérêt, n'est-ce pas, à aider la Centrafrique à sortir de ce bourbier-là, mais aussi à travailler davantage pour qu'il y ait une gouvernance concertée, qu'il y ait une gouvernance démocratique, qu'il y ait, n'est-ce pas, une gouvernance économique beaucoup plus transparente, au service du peuple. Pas de créer des gens qui ont des jets privés, qui voyagent, etc., qui manipulent du dollar, etc., aux yeux et aux vues des gens qui croupissent dans la misère, alors qu'il y a énormément de richesses dans cette partie du territoire. Moi, c'est ce problème-là qu'il faut régler. Si on ne règle pas ces problèmes-là, on n'en sortira jamais. Ce serait d'éternel recommencement, quoi. Franchement. Donc un vœu pieux. Non, mais ce serait... Non, parce qu'il y a un préalable. Pour le moment, éteignons le feu en Centrafrique. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas de dire que, bon, Centrafrique, ils sont maison... Mais ils avaient fait ça, non? Ils sont allés dans un gouvernement d'union. Ça aboutit à quoi, en réalité? Donc, il y a des préalables qu'il faut gérer. Mais maintenant, comme on dit, si le feu est en train de brûler ta maison, tu cherches d'abord, avant de dire quelle est l'origine, tu cherches à éteindre d'abord. Donc, la Centrafrique, il faut éteindre d'abord le feu. Maintenant, s'asseoir, continuer ces présidents des Grands Lacs-là, non qu'à continuer autrement, de voir comment eux, ils sont en train de gouverner, de voir quelles sont les causes profondes de tous ces conflits-là, et de les régler définitivement. Sinon, l'embrasement peut être, récurrent. L'embrasement peut être récurrent. Et c'est ça mon inquiétude, vraiment. Alors, dans la plupart des pays, effectivement, il y a des problèmes. Comment faire pour en finir avec ces conflits-là? Est-ce que cela passe uniquement par un processus de démocratisation ou quelles sont les pistes et les leviers qu'il faut actionner? Je l'avais dit tantôt, c'est vrai que j'exagérerais parce qu'il parlerait d'offrir un développement durable. Non, le concept est un peu trop large. Mais moi, je voudrais plutôt dire ceci. Il a parlé de l'aspect politique, gouvernance politique. Je suis d'accord avec lui. Bon, mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les conflits qui naissent un peu partout autour de nous, on se rend compte que quand on prend le cas de Boko Haram est parti de quoi au départ? Boko Haram n'est pas né ex nihilo avec des armes et a commencé par attaquer le gouvernement central. Non. C'est-à-dire, ce sont des régions qui étaient laissées dans le dénuement total. Et donc, aujourd'hui, quand on observe les pays du Grand Lac, on prend la Centrafrique, on prend le Congo, même les autres pays, on se rend compte qu'à l'intérieur, lorsque vous quittez, par exemple, les capitales, vous allez à l'intérieur, c'est une catastrophe. Les gens vivent dans le dénuement le plus total et sur des minerais extraordinaires, sur des richesses extraordinaires. Et donc, il va falloir mettre en place de véritables programmes participatifs qui permettent à ces populations, même si elles sont à 2000 km de la capitale, de se sentir concernées. C'est-à-dire, on ne peut pas venir dans une région, exploiter par exemple le colbert ou tout autre minerai, partir avec et laisser cette région dans le dénuement total. Ça crée des conflits. Et donc, c'est ce que moi j'appelais offrir le développement à toute la communauté. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de venir à Douala pour prospérer. On n'a pas besoin d'être au cœur de Brazzaville pour prospérer. On n'a pas besoin non plus d'être à N'Djamena. On peut rester loin de la capitale et évoluer. Le Tchad, avec son pétrole, il y a quelques années, ça a crié un peu partout. Écoutez, le Tchad vient de découvrir le pétrole, ça doit profiter à toute la région. Est-ce que tout cela profite aujourd'hui aux Tchadiens? Ça, c'est une question. Donc, moi, c'est sur ces leviers que moi, je pense qu'on peut exercer un certain nombre de changements pour obtenir de bons résultats. Ça va prendre du temps. Mais il faut aussi que les hommes chargés de le faire, d'avoir cette vision, puissent être véritablement des hommes ouverts. Parce
Parce qu'aujourd'hui, il y a les pays, les grands lacs que nous regardons. Mais écoutez, redescendons un peu vers chez nous pour voir. Il y a des zones où l'on va chercher tout ce qu'il y a comme carrière, gravillon. On détruit le sol dans ces régions. On vient construire la capitale. Mais allez observer ces régions. Et je parle du Bénin, par exemple. Donc déjà, ça pose des problèmes. Où les populations sont là, sans électricité, sans eau. Mais on vient exploiter le peu qu'ils ont pour aller construire la capitale. Alors, que font les jeunes? Ils sont obligés d'enfourcher des motos et aller aussi dans la capitale. Et ça, ce sont autant de sources de frustration. En grandeur nature, on observe aujourd'hui que le Congo est en guerre permanemment, alors qu'il y a tout pour que le Congo soit heureux. Oui. Donc, certains trouvent ces arguments, prennent les armes et disent, bon, mais écoutez, nous allons défendre notre population. Pourquoi vous venez exploiter le pétrole dans notre région alors que nous sommes pauvres? Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas l'eau, nous vivons dans la boue. Et nous-mêmes, nous sommes même contaminés de par les rejets chimiques. Et puis, quelques esprits malins prennent un jour les armes, et puis ça devient Boko Haram, ça devient toute autre chose. Bref, de mon point de vue, moi je pense qu'il faut plutôt appuyer sur ces leviers-là et avoir la générosité, n'est-ce pas, d'offrir aux populations qui en ont grandement besoin, le peu dont elles ont besoin. Et puis vous allez voir, la paix va revenir dans ces régions. Le plus naturellement du monde. Parce que lorsque les populations ont ce dont elles ont besoin, je me demande par quelle autre alchimie elles iront vers les armes pour revendiquer quoi. Vous avez l'eau, vous avez le pain. Vous dormez comme il vous le faut. Il est difficile d'aller chercher les armes et de revendiquer quoi que ce soit. Donc, le mal est profond. Et il faut donc changer, pourquoi pas les dirigeants ou leur façon de concevoir la gouvernance. Non, ce sont les effets qu'ils gèrent. Les causes ne sont pas touchées. Donc, c'est ce que je dis. Je dis les effets, il faut déjà éradiquer les effets, quoi. C'est comme si un malade vient chez toi, tu sais que c'est le palu, tu soignes d'abord le palu, et puis tu te lèves pour dire quelle est la cause du palu, pour que le palu ne vienne plus. Donc, mon frère a fait un tour d'horizon, c'est exactement cela. Je ne vais pas me répéter, mais c'est profond. En Afrique, d'une manière générale, c'est comme ça. Mais, tu vois, cette partie de l'Afrique, là, où nous pensons que c'est cette partie qui va être la locomotive, qui va tirer le reste de l'Afrique vers le développement. C'est cette partie-là il y a des présidents qui s'éternisent, il y a la dictature, il y a des armes. Mais c'est parce que la richesse-là est mal distribuée et que les populations périssent dans la précarité. J'ai des amis en RDC qui viennent, des commerçants qui viennent ici, mais quand tu vois les conditions dans lesquelles ils travaillent, avec cette richesse immense qui est dans leur pays, c'est un paradoxe, quoi. C'est un paradoxe. Voilà, je crois que c'est la cause-là qu'il faut gérer après. Et cette cause-là, nous ne voilons pas la face pour dire que ce sont les autres qui viendront nous régler ça. Non. Toute solution sera endogène. Il faut que nous ayons de véritables patriotes à la tête de nos États. Des panafricains, des gens qui sont mus par l'intérêt du peuple, qui sont prêts, les Lumumba, là. Nous avons besoin de beaucoup de Lumumba en Afrique centrale, qui se sont sacrifiés au moment où il y avait une télévision, une radio, et puis c'est tout, quoi. Il y avait pas la parole n'est pas libérée. Eux, ils se sont sacrifiés pour dire les principes sont intangibles chez moi. Ils savent, Lumumba savait qu'il allait mourir, hein. Il savait on allait le zigouer, mais il a pris de par lui-même. Sinon, il pouvait accepter d'être riche, hein, en jet privé à cette époque-là. Sa famille serait bien. Mais il a dit non. Moi, je me bats pour mon pays. Nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, actuellement, la communication est interplanétaire. Aujourd'hui, les instruments de combat que nous avons aujourd'hui, nos combattants avant les Kwame Nkrumah, ils n'avaient pas ça. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi les masses sont atteintes, les masses sont informées, les consciences sont élevées. Donc il est temps que les chefs d'État, les dirigeants de ce monde-là, surtout en Afrique, changent de fusil d'épaule. Qu'ils changent. Ils sont suffisamment riches maintenant. Ils n'ont qu'à changer et travailler pour l'intérêt du peuple. Au lieu de travailler pour l'intérêt de l'impérialisme, des mercantiles. Il faut que ça s'arrête. Tout le problème se trouve à ce niveau-là. Hein. On va éteindre le feu. Mais si on ne change pas la gouvernance politique et économique, d'autres feux vont se réveiller. C'est ça la réalité. Alors, aujourd'hui, en République centrafricaine, on parle déjà de plus de 200 000 personnes
en train de fuir leur foyer en moins de 2 mois. Quelle solution pour recueillir ces personnes-là, les sécuriser, leur trouver à manger et les reloger, et pour quel temps? Bon, mais, moi, je voudrais me baser sur des vécus. On a observé ici, d'un pays limitrophe, des frères et des sœurs qui ont afflué sur le Bénin. Quelques années après, on peut dire aujourd'hui, pour ne pas citer les Togolais, ils sont rentrés chez eux parce qu'il y a un semblant de paix qui s'est installé au pays. Ceux qui sont restés au Bénin sont les bienvenus, mais l'ont fait de leur propre chef. Donc c'est dire donc que si les conditions l'exigent, les gens repartiront. Les Centrafricains rentreront chez eux. Et ces conditions, c'est d'abord que les armes se taisent, que les rebelles aient trouvé solution à leurs problèmes, qu'ils se retirent des points stratégiques qu'ils occupent, qu'il n'y ait plus d'attaques, d'enlèvement ou de tueries. Les populations vont rentrer. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'en 2 semaines, 3 semaines, ça va se faire, parce qu'il y en a qui sont partis dans la psychose et tout, qui donneront tout pour ne plus revenir. Rien que ça. Bon, et comme c'est des pays limitrophes, on a toujours un parent de l'autre côté, on y va, on dit, bon, mais je ne voudrais plus que tu repartes de l'autre côté, tu as déjà tout perdu, la famille est partie. Parce qu'il y en a, ceux qui s'en vont, pas, il y en a qui ont pratiquement tout perdu. La femme est restée dedans, les enfants, on se retrouve pratiquement seul, on n'a plus l'intention de retourner. Mais il y en a qui peuvent encore revenir en Centrafrique. Il y en a, la grande majorité pourra revenir en Centrafrique à condition que l'environnement puisse permettre de le faire. Et donc, cela va prendre le temps que ça va prendre, mais dès que la rébellion va se taire, dès que les armes vont se taire, dès que le désarmement sera effectif et que des conditions d'accueil s'installeront, les Centrafricains qui sont partis, une bonne partie va revenir au pays. C'est comme ça que ça se passe ailleurs et ça pourrait se reproduire en Centrafrique, de mon point de vue. Ce n'est donc pas pour demain, ce retour-là? Non, ça peut être demain. Tout tient de la volonté politique. De la volonté politique. Même la gouvernance. Vous allez dire que, même cette gouvernance politique et économique, vous allez me dire que ça va être très dur parce que nous aurons de la résistance de l'autre côté. Ceux qui ont leur intérêt, ceux qui veulent que nous restons là. Mais si, par exemple, les fils et les fils sont réunis autour de l'essentiel, mais c'est très facile. Le Bénin a opéré un changement d'un régime militaro-marxiste à un régime démocratique en combien de temps? C'est de la volonté des hommes et des compétences béninoises. Et il y a un chef d'État qui a voulu aussi pour que cela se fasse parce que les conditions s'y prêtaient. Voilà un peu. C'est l'exemple, je donne toujours l'exemple du Bénin. Quand vous voulez changer, vous changez. Alors donc, à cette époque, c'était très difficile. En 90, on parle de l'économie du marché, tout ça là. Mais le Bénin a donné un exemple au monde. Alors que par ailleurs, les gens se tiraient dessus. Donc, je crois que c'est possible. Il faut qu'il y ait des hommes à la place qu'il faut, des hommes mus par l'intérêt supérieur des populations, eux qui ont toute la puissance publique dans leur disposition. Et les rebelles aussi doivent comprendre qu'il n'y a pas de leur salut de voir les frères et les sœurs qui courent par 200 000, qui courent pour aller de l'autre côté. Mais c'est pitoyable. Même si on n'a pas le sang dans son corps, on doit se sentir coupable de quelque part. Donc je crois que la solution peut être rapidement trouvée. Si elle est rapidement trouvée, s'il y a une solution politique rapide avec la volonté politique, je crois qu'on peut aller très rapidement. On parle de rebelles qui sont connus, fichés. On parle de rebelles qui ont encore exclu des membres au gouvernement il y a à peine une semaine. J'ai bien envie de vous croire, mais je n'y crois pas. Je ne vois pas ces rebelles-là ranger les armes et parler de négociations, alors même qu'il y a une semaine, ces rebelles-là expulsaient encore des gens qu'ils estiment être aujourd'hui en symbiose avec le régime de Bangui. On est dans le contexte de cette rencontre des chefs d'État du Grand Lac. Nous faisons nos analyses dans ce contexte précis. Parce qu'en fait, nous savons la connexion qu'il y a entre certains groupes rebelles avec certains chefs d'État. Vous pensez que Bozizé est sorti ex nihilo comme ça pour oser, s'il n'a pas un soutien ou des soutiens?
C'est pas possible. C'est pas possible. L'enjeu géopolitique, c'est complexe. C'est pas possible. Il ne pourra pas. Alors, s'il parvient à le faire avec courage et s'afficher, c'est parce que tout simplement, il y a quelque chose derrière qui soutient. Alors, c'est ceux-là qui disent il faut arrêter, quoi. C'est pourquoi nous croyons. Parce que la solution, elle est d'abord endogène. Et ensuite, ce sont les chefs d'État qui sont limitrophes à ces pays-là, qui savent les réalités du terrain et qui étaient des rebelles de guerre. Mais Idriss Déby, tu le connais. Idriss Déby, lui, il n'a pas peur. Vous le connaissez, c'est un guerrier par excellence. Donc si c'est là pour régler le problème, moi j'ai de l'espoir que ça va se régler. C'est dans ce contexte-là que nous faisons notre analyse. Hein. Mais on ne tient pas notre analyse à la volonté des rebelles, non. Il faut des groupes de pression très forts sur eux pour qu'ils changent de comportement. Alors François Bozizé, aujourd'hui introuvable, on ne sait pas exactement où il est. Quel sort doit lui être réservé selon vous? À la lueur où vont les choses, j'ai bien l'impression que la sortie de Bozizé ou le salut que recherche Bozizé se trouve sur deux paliers. C'est-à-dire, je le vois mal un beau jour être capturé. Enfin, ce n'est pas sa volonté, me semble-t-il. Et puis être jeté dans les bras de la CPI. Et il doit y travailler. C'est faire en sorte que cela ne se termine pas ainsi pour lui. Ce qui explique d'ailleurs qu'il soit rentré au pays, être reçu par le président Touadéra, ce qui est quand même assez bizarre, et se mettre... alors que le mandat d'arrêt international couvrait contre lui. Et donc, c'est dire que, et je rejoins l'analyse de mon vis-à-vis pour dire qu'il ne le fait pas par le pur des hasards. Il le fait parce qu'il est conscient qu'il a reçu des garanties. Et maintenant... il y a eu des appels. Et mieux, en temps vers des négociations. Il y aura forcément des négociations. Chacun va peser dans la balance en exigeant ou en demandant un certain nombre de choses. Bozizé, forcément, va négocier. Ou il va négocier en douce. Une probable arrestation, il va se rendre à la CPI, il sera jugé comme on a vu du côté du Congo, il sera jugé et puis relaxé. Je ne fais pas de la divination, mais je suis en train de me dire au regard de ce qui s'est passé, il pourrait être élargi parce qu'on dit on lui retient pratiquement rien. Il est allé à la CPI, il s'est rendu par lui-même et puis il n'a rien fait et puis il est rentré. Soit, ça va se négocier. Soit il va dire écoutez, il vous revient de m'offrir telle chose. Il y a des éléments qui vont peser dans la balance des considérations. En ce moment, ça se fait déjà peut-être avant même le sommet, parce que ce sommet ne me semble pas avoir été l'œuvre du hasard. Il y a eu des négociations préalables où on a dit vous ne pensez pas qu'à cette étape-là, on puisse arrêter et souffler un peu. Et les rebelles et autres se sont entendus. D'où cet appel au désarmement, au cessez-le-feu. Et donc, ça va continuer jusqu'au 8 février prochain et au-delà. Et donc, Bozizé va passer tranquillement, si il le souhaite bien, dans l'histoire. Et contrairement à ce qu'on attend qu'il lui arrive, à savoir qu'il va se retrouver tranquillement à la CPI, j'ai bien l'impression que ça pourrait ne pas se passer comme ça. Si je prends le cas du président, l'ancien président soudanais, et donc il y a eu des cas comme ça où on a condamné à corps et à cri des chefs d'État ou certains seigneurs de la guerre, et pas finir, on les retrouve rentrer au pays tranquillement. Je ne mets pas en doute la crédibilité de ces institutions juridiques, mais je dis qu'il y a des négociations qui se font à ce niveau-là, et Bozizé est dans une logique, c'est ce qui lui donne d'abord le courage. Introuvable, non. Quand même, il y a des gens qui savent où se trouve Bozizé. Même au sein du gouvernement, on doit savoir où se trouve Bozizé, à moins qu'il n'y ait plus du tout de renseignements dans le pays. Cependant, il n'est pas bien en ce moment de lui mettre la main dessus. Cela participe du dégel que le gouvernement recherche.
ce sont mes analyses. Alors, par rapport à Bozizé, on le sait, un amoureux des putsch et des tentatives de renversement depuis 1982. Est-ce que c'est possible pour vous qu'il entre encore dans l'histoire par la grande porte? Vous savez, l'épisode Bozizé, c'est rocambolesque, hein, parce que il a renversé, il a été renversé, maintenant il va renverser. Maintenant, si la CPI va juger cela, je ne sais pas comment ils vont s'en prendre. Bozizé a renversé, il a été renversé et il va renverser. Donc il y a tout un mécanisme. Toutes les possibilités. Tout un groupe autour de cela. Donc, en voulant juger Bozizé de ces pays-là, je crois qu'il faut amener beaucoup de personnes au niveau de ces pays. Parce qu'une seule personne ne peut pas renverser. Les responsabilités sont entièrement partagées. Et dans ces 3 épisodes, qui sont les vrais commanditaires, qui sont les vrais. Parce qu'on a amené Jean-Pierre Bemba de l'autre côté parce qu'il a été dans un pays pour porter main forme. Il est non seulement commanditaire, mais on l'a relâché après. Comme tu viens de le dire, mon ami, il a été relâché pour le blanchir et vouloir qu'on l'amène pour être candidat. Peut-être que c'est la condition pour lui dire, va prendre le pays, après on va te dicter, tu vas faire ce que tu veux. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants. C'est dommage. Donc moi je pense que, comme tu l'as dit, il a tout dit. Les chefs d'État savent ce qu'ils font. Les anciens rebelles et les nouveaux rebelles, parce que nous avons des chefs d'État qui sont des anciens rebelles, qui savent ce qu'ils font. Et je crois qu'ils savent aussi que pour sauvegarder la paix dans le Grand Lac, surtout dans les pays, il faut absolument éteindre ce feu-là, pour que ça n'y ait pas un embrasement. Et dans cette dynamique, les rebelles aussi savent que si leur soutien se lève pour leur dire « arrêtez », ils sont obligés d'arrêter. Donc François Bozizé, jugé par un tribunal centrafricain, c'est mieux que François Bozizé fait partie de la solution. Il ne fait pas partie des problèmes. Il faut l'amener à collaborer. Si c'est possible selon vous, il est rentré, il a été reçu par le président Touadéra, il a promis d'accompagner le processus, il a dit qu'il soutenait le challenger du président, et puis après il a rejoint la rébellion, aujourd'hui il est maquisard. Selon vous, il fait partie Je fais une analyse sur la réelle politique. Je ne fais pas une analyse théorique, je fais une analyse pratique du terrain. Le terrain aujourd'hui commande à ce que tout le monde doit faire partie de la solution. Quand il y aura une stabilité et qu'il y aura une élection beaucoup plus crédible, large, et que le pays va être pacifié, la justice sévira en ce moment. Mais pour le moment, là, tu ne peux pas dire la paix et puis tu vas arrêter l'autre. C'est que tu es en train d'allumer le feu. C'est la réalité, en fait. C'est ce que je vous ai dit. La conférence nationale, quand ils ont compris que ça ne va pas, ils ont amnistié. Et pourtant, il y a des gens qu'on traité de criminels, qui avaient tué, qui avaient ceci et cela, mais ils ont mis table rase pour que le peuple puisse respirer dans la paix. La paix n'a pas de prix. Tout est possible pour la paix. Maintenant, si on veut être exigeant, il y a des relations de transitivité dans les actes qui s'opposent en Centrafrique. Hein. Vous touchez Bozizé, vous allez toucher, si vous avez touché 1000 personnes qui sont passibles de passer devant la justice. Mais nous ne sommes pas à l'heure de passer devant la justice. Nous sommes à l'heure de réconcilier, de pacifier le pays, de démilitariser le pays, etc. Mais après tout ça, là, je crois que la justice sévira après. C'est cette réelle politique que je suis en train d'analyser. Mais toi, tu fais des analyses de principe. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je fais des analyses que le terrain commande aujourd'hui. Donc, si on veut être méthodique et organisé, on doit aller méthodiquement pour ne pas vraiment casser la branche sur laquelle le caméléon est en train de marcher. Les organisations, on va dire, qui viennent en soutien aux personnes défavorisées, est-ce qu'elles ne doivent pas s'impliquer rapidement par rapport à la situation des gens qui sont aujourd'hui en RDC? On parle de plus de 200 000. Il y en a qui sont allés au Cameroun, il y en a qui sont dans d'autres pays. La situation de ces personnes-là, les images sont parfois effroyables, où vous voyez des mères qui trimballent des enfants, qui les mettent au dos, qui sont obligés de fuir, de rentrer dans le maquis. Comment faire pour soulager un peu ces personnes-là? Est-ce que, au-delà des
des mini-sommets, au-delà des propos appelant à la paix ou à la stabilité? Est-ce qu'on ne devrait pas en priorité penser à ces personnes-là qui n'ont commis que seul crime que d'être nés dans ces pays-là? Oui, mais ici, il n'y a pas de reproche à faire aux organisations humanitaires qui font ce qu'elles peuvent. Mais il faut aussi reconnaître que il y a, depuis quelques moments, certaines voies de desserte entre la Centrafrique et les pays limitrophes ont été bloquées. Par exemple, le contact entre le Cameroun est demeuré difficile parce que les rebelles sont allés, parce que sachant que c'est un couloir stratégique, ils sont allés bloquer. Imaginez que les services humanitaires devraient emprunter ce couloir ou ces couloirs. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, à partir de cet instant, moi, de mon point de vue, je dis, les organisations humanitaires font leur travail, font même l'effort de faire leur travail, mais il y en a même qui sont assassinés. Et dans le communiqué final du sommet, ils l'ont dit, dans la déclaration, de préserver la vie de ces personnels humanitaires et même des casques bleus. Donc, mais aucune guerre n'est correcte. Parfois, au cours de ces conflits, il s'agit de faire le plus mal, commettre le plus de crimes pour que l'on vous accorde l'attention nécessaire. C'est dommage, mais à la limite, c'est cynique, mais c'est parfois ce qui se fait. Quand on prend le cas des terroristes, il faut aller même s'attaquer aux plus démunis. Donc, ces déplacements de personnes vulnérables, aux yeux des rebelles, c'est un succès. C'est-à-dire, et précisément, ils veulent en arriver là. Ils voudraient que la communauté internationale, ou les observateurs ou autres analystes en arrivent à conclure que la Centrafrique se vide de ses occupants. Et ça, ils sont dans cette optique. Le gouvernement, me semble-t-il, ne doit pas être dans cette optique. Le gouvernement devrait plutôt aider à ce que les populations restent stables dans leur zone d'occupation. Et donc, les organisations humanitaires font déjà le travail. Il va peut-être falloir accentuer la prise en charge de ces personnes vulnérables. Les pays limitrophes devraient, en dépit de tout, ouvrir leurs portes à ses frères et sœurs des pays, de ce pays pour être accueillis à l'intérieur. Parce que parfois, si ce n'est pas évident, voilà, c'est-à-dire le Tchad, on ne peut pas dire que les Tchadiens sont déjà heureux chez eux, on ne peut pas dire que les autres pays limitrophes sont déjà... Les Congolais ne sont pas heureux. Donc, voir cette affluence, ça crée encore d'autres problèmes. Ça crée encore d'autres problèmes. Et c'est vrai, il faut paraître au plus pressé, mais il se trouve que ce sont des problèmes qu'on ne règle pas en une journée. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Non, tu sais, le monde en est comme ça. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Hein. Il y a des gens qui vivent des malheurs des gens, qui souhaitent à ce qu'il y ait des réfugiés. Oui. Ok. Je crois que le HCR va s'actionner parce que c'est son travail là où il y a des réfugiés. Mais les pays aussi d'accueil, les gouvernements vont se mettre en branle pour... D'ailleurs, c'est ce qui a précipité la réaction des chefs d'État. Parce qu'ils ont vu qu'il y a une catastrophe humanitaire qui se pose, qui se profile. Et quand ça continue comme ça, ils seront tous frappés de plein pied. Non seulement les conséquences durables, mais ils seront envahis, quoi. Donc il faut mettre fin à cela. Je pense que la solution sera bonne, d'autant plus qu'avec la solidarité africaine, l'accueil sera fait par les chefs d'État qui accueillent, mais il y a le HCR et d'autres organisations humanitaires qui ont du boulot. Ils se mettront en branle pour régler ce problème. Sans doute, c'est ce qu'on espère. À Luanda, les chefs d'État ont aussi promis appuyer la demande de la Centrafrique auprès du Conseil de sécurité. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre à l'État centrafricain sauter ces couloirs d'étranglement-là mis en place par le Conseil de sécurité de l'ONU? Ce serait progressivement que ça va se faire. On ne décrète pas un embargo sur les armes dans un pays juste pour un effet de plaisir. C'est suite à des études, suite à des analyses
que cela est arrivé. Et donc, progressivement, mais d'ailleurs, les Nations Unies avaient promis alléger quelque peu certains contenus de cet embargo-là. Mais je vois mal une résolution définitive et brutale puisse intervenir. Non, ça va se faire, mais progressivement. Mais la Centrafrique, c'est vrai, si même l'armée, c'est un peu paradoxal. Les lance-roquettes, par exemple, sur les lance-roquettes, voilà que l'embargo n'a pas touché les lance-roquettes. Ce qui a permis aussi aux rebelles d'avoir des lance-roquettes et d'avoir des roquettes. Bon, je n'ai pas compris le principe qui voudrait que l'on ne permette pas à la Centrafrique d'avoir des armes, mais d'avoir des lance-roquettes. Mais il y a des experts. Moi, ce n'est pas mon domaine de compétence, donc il y a des experts qui ont analysé tout ça. Et d'autant que l'ONU a déjà promis alléger un peu cet aspect des choses, bon, on va assister les prochains jours sûrement à cet allègement. Mais ça ne peut que se faire progressivement, me semble-t-il, dans l'intérêt même de la Centrafrique. Alors, Lamine Cissé, on voit des rebelles qui ont la possibilité d'acheter des armes, puisque visiblement le réseau d'approvisionnement pour les rebelles reste intact. Mais on a l'État central qui a des difficultés à s'approvisionner, et tout ceci sous le regard des Nations Unies. Certainement, l'État ne veut pas s'approvisionner dans le privé. Mais la vente de l'arme dans le privé, ça marche. Hein? Quand vous prenez Centrafrique jusqu'à chez nous, au Sahel, là, mais les armes circulent. Tout à fait. Voilà. Donc ce problème n'est pas... Le problème d'approvisionnement pour les rebelles ne pose pas de problème. De toutes les façons, les rebelles sont dans l'illégalité. Les diamants, les richesses, ils prélèvent des taxes. Des taxes au niveau des chauffeurs, des personnes, etc. Donc ils reçoivent de l'argent. Et souvent, quand il y a ces rébellions-là, les zones-là, c'est les zones de trafic de drogue également. Donc c'est une zone, no man's lines, qui s'étend, n'est-ce pas, à perte de vue. Donc les armes se vendent. Les armes se vendent. Et est-ce que les rebelles aussi ne sont pas fournis par les pays qui les soutiennent également? Parce que c'est qui les combattent aussi. Voilà, et justement. Je crois qu'il est plus facile à la rébellion d'avoir des armes dans le marché noir qu'un État. L'État ne peut pas aller dans le marché noir, malheureusement. Peut-être que s'il a des mercenaires, ces mercenaires peuvent, par exemple les Russes, certains mercenaires, parce qu'il y a même des mercenaires tchadiens, des mercenaires rwandais qui n'ont rien à voir avec l'État, qui sont sur le terrain. Il y a aussi des Soudanais sur le terrain. Oh oui, exactement. Donc pour s'approvisionner en armes, là, c'est le business. Il faut créer des conflits pour vendre les armes. Donc il y a tous ces facteurs-là qui sont en Centrafrique. Alors je crois que moi, l'espoir est fondé sur l'engagement des chefs d'État là. Et cet engagement-là, d'après mes analyses politiques, c'est un engagement qui est dénué de toute hypocrisie. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont être tous frappés de plein fouet. Parce que ça n'épargnera personne. C'est la raison pour laquelle je fonde mon espoir sur une éventuelle solution endogène par rapport à cela. Monsieur Garago, votre mot de fin? Je voudrais souhaiter que la guerre prenne fin en Centrafrique et que les Centrafricains puissent recouvrer la joie de vivre. Et que ce soit le cas dans toute cette région qui est meurtrie depuis des décennies. Voilà, vous êtes Josper Zouanago, journaliste, consultant média. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de votre émission. If they want to get you